Salut les Happy Few, une fois n'est plus coutume, c'est en vidéo que l'on se retrouve aujourd'hui, et pour cause, j'ai des choses à vous montrer. Alors, vidéo un peu particulière aujourd'hui, il y a plus d'un titre, donc déjà parce que c'est une vidéo et non pas un podcast, mais en plus, même pas donc un live, et même pas une vidéo, comme il y en aura d'ailleurs prochainement, de visite de la bibliothèque, hein, qui a beaucoup grandi, qui s'est beaucoup élargie depuis maintenant, voilà, les débuts de la chaîne depuis quelques années, hein. Nous partîmes 200, hein, voilà, à la base de la bibliothèque c'était ça, c'est ce meuble-là, hein, que j'appelais Juliette. Et puis bah, du coup, extension, extension, extension. Voilà, d'abord cette extension-là qui est devenue Audrey, donc qui est le rayon essai, hein, essai de sciences humaines. Là, c'est tout ce qui est littérature, voilà, donc Juliette, Audrey. Et puis, bah, extension à Juliette avec la littérature étrangère et extension à Audrey avec bah, encore plus d'essais de sciences humaines, hein, de différents domaines. Voilà, donc on aura l'occasion de visiter ça une autre fois, de faire un petit peu le point, le bilan, hein, et de comment je suis passé de 200 livres à 800 livres, hein, c'est ça un peu l'idée. Hein. Avec le micro, c'est mieux tant qu'à faire. Voici la star, hein, avec laquelle j'enregistre tous les podcasts, hein. Tous les podcasts ont été enregistrés comme ça. Voilà. Vous découvrez l'envers du décor, hein, même si je n'enregistre pas dans ces conditions. Je suis généralement devant mon ordi qui est juste à côté sur mon bureau. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Donc oui, vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, puisqu'il ne va pas s'agir à proprement parler d'un livre, ou alors d'un film, ou d'un sujet en général, voilà, de littérature, ou de sciences humaines, de psychologie, de philosophie, ou que sais-je. Mais d'un produit, d'un objet. Donc déjà, première originalité, hein, j'ai pas trop l'habitude de faire ça. Il va même pas s'agir d'un unboxing, hein, puisque j'ai déjà unboxé la chose. Et la seule fois où j'avais fait un unboxing, à ce que je me souvienne, c'est quand j'avais unboxé mon édition de la Divine Comédie de Dante, des éditions Barnes Noble, les éditions très jolies américaines là. Donc je crois que ce que je fais aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait. Ça me passe jamais par la tête, hein, et pour cause. Je précise d'entrée de jeu que cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein, parce que peut-être que certains sont tentés de le croire, dire qu'est-ce qui lui prend tout d'un coup là de nous parler d'un truc, essayer de nous vendre une camelote là. C'est quoi cette histoire? Non, non, la seule camelote que je vais vous vendre, c'est celle de la série, hein, dont je compte parler un jour. Ça me tient à cœur, c'est assez important. J'ai des trucs à dire sur la série Camelot pour voilà, m'arrêter un petit peu sur ce qu'elle représente et signifie pour moi et la façon dont je relate, dont je m'identifie à ce qui s'y passe. Donc ça, ce sera l'objet d'un podcast à part entière. Là, non, non, effectivement, je n'ai pas donc pour habitude de parler d'objets, d'essayer de vous vendre des choses. D'ailleurs, il ne va pas s'agir ici de vous vendre quelque chose, quoi que ce soit. Hein, voilà, c'est pas du tout le but. Hein. Il s'agit juste de partager un petit coup de cœur. Et effectivement, je me suis dit que peut-être ce coup de cœur pourrait être partagé par vous. Peut-être que comment certains ça les intéressera. Voilà. Donc quand on a soi-même un petit coup de cœur sur un objet et qu'en plus on se dit tiens ça pourrait être aider, rendre service à certaines personnes, et bien écoutez autant partager le tuyau. Voilà un petit peu l'idée. Mais pas de sponsor, je ne suis pas toujours pas sponsorisé par qui que ce soit, hein. Personne ne s'intéresse à moi, hein. Donc ni Audible, ni la marque dont il s'agit ici, ni Blue Yeti, ni quoi que ce soit. Voilà, je fais ça vraiment comme ça spontanément de mon côté. Alors, l'objet que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est là qu'on entre vraiment dans la phase télé-shopping de cette vidéo, c'est celui-ci. Voilà. Je vous le montre en, en 4 dimensions, hein, vraiment. Hop. Alors, là, j'ai envie de vous demander, d'après vous, qu'est-ce que cela peut être? Hein, quel est le Spielblick? C'est le cas de le dire, hein, voilà. Quel est le Spielblick? J'attends vos propositions. Voilà, bon, on va pas refaire le sketch de Coluche, hein. Euh, mais voilà, donc, qu'est-ce que cet objet? Est-ce que certains d'entre vous directement voient de quoi il s'agit? Moi-même, je ne suis pas sûr que j'aurais compris du premier coup si je ne sais pas de quoi il s'agissait, hein, donc voilà. Alors, je vais déplier l'objet sous vos yeux ébahis, et là, vous allez peut-être commencer à comprendre de quoi il s'agit. Première étape, hein, première étape importante, ceci. Tac. On peut caler avec des niveaux. Donc, voilà, imaginons comme ça. Tac. Bon.
ça commence à ressembler à quelque chose de fonctionnel. Voilà, je ne sais pas si maintenant vous y êtes. Allez, on va continuer, ça va peut-être vous aider. Hop là, on déplie ça. Bon, là où normalement vous allez définitivement comprendre, c'est quand je vais déployer ces trucs-là. Et pour ceux qui sont vraiment très très lents, hein, vraiment qui auraient du mal à comprendre, qui n'y seraient toujours pas, hein, là du coup tout va s'éclairer, et c'est le cas de le dire, puisque, hop, si j'ajoute un livre, voilà ce que ça donne. Il s'agit donc d'un porte-livre ou d'un support de livre ou un support de lecture ou un petit pupitre portatif, hein, ça peut s'appeler de toutes sortes de façons. Moi, quand j'ai fait ma recherche pour le trouver, je me souviens que j'ai tapé porte-livre, je crois, tout simplement. Hein, voilà. Voilà l'objet, voilà la bête. Je voulais vous en parler, vous partager un petit peu le tuyau, parce que ça rentre typiquement, pour moi, dans la catégorie d'objets, je sais qu'on a tous déjà rencontré ça un jour, où vous vous demandez comment vous avez pu vivre sans pendant tant d'années. Parfois, on a le bonheur de ressentir ça pour une personne. Hein. Comment j'ai fait pour vivre sans cette personne pendant tant d'années? Voilà, là, c'est avec cet objet. Alors, l'avantage, c'est que lui, vous pouvez l'acheter et qu'après, il vous appartient, qu'il ne vous quittera pas, ne vous trompera pas, ne vous lâchera pas, ne vous abandonnera pas. Bref, on a affaire à quelque chose de fiable. Hein, voilà, on est sur du bois solide, on est sur un objet qui est sage, qui ne va pas bouger. Donc, c'est quand même un avantage. Voilà, non, mais c'est ces genres d'objets, voilà, vraiment, en tout cas, moi, qui m'a inspiré cette remarque qu'on se fait de temps en temps. Mais comment j'ai fait pour m'en passer pendant tant d'années? Comment j'ai fait pour ne pas y penser avant? Et comment j'ai fait pour... Avant, en fait, je me suis vraiment emmerdé, quoi, avant, quoi. Vraiment, avant ça, je me faisais vraiment chier. Donc, euh, donc voilà, bon, écoutez, mieux vaut tard que jamais. Cet objet, c'est vrai que j'ai quand même l'impression, j'ai cette sensation qu'il entre un petit peu tard dans ma vie, pour ma part. Encore une fois, on peut faire le parallèle avec une relation. Parfois, le timing n'est pas de notre côté et on se dit, mince, tu es presque entré trop tard dans ma vie. Si seulement je t'avais rencontré avant. Voilà. Oui, je suis en train de vivre une véritable bromance avec cet objet, vous pouvez le voir. Hein. Il y a des choses qui se passent émotionnellement. Hein. Si seulement je t'avais rencontré avant. Tu es tout ce dont j'ai toujours rêvé. Comment j'ai fait pour me passer de toi si longtemps? Mais c'est trop tard. Tu entres trop tard dans ma vie. Écoutez, non, il n'est jamais trop tard. C'est là, c'est bien, mais c'est vrai que je suis presque un petit peu dégoûté rétrospectivement pour toutes les longues sessions de lecture, les longues et fastidieuses nuits de lecture ou de prise de notes de lecture que j'ai subies, que je me suis infligées, en n'ayant pas le secours de cet objet, qui est tout simple, qui est tout bête, qu'on pourrait quasiment fabriquer soi-même, hein, en étant un petit peu bricoleur. Et voilà, donc vraiment presque dégoûté pour moi en fait, hein, presque envie d'aller me l'offrir dans le passé. Hein, là vraiment, si je pouvais voyager dans le temps, parmi les trucs que je pense que je viendrai avec 2-3 conseils intéressants, et je viendrai avec cet objet. Voilà, je pense que je viendrai un petit peu dispenser mes leçons à mon moi du passé, et puis en passant je dis, ah au fait, tiens, ça c'est cadeau. Voilà, je pense que ça peut éviter quelques crampes à la main, quelques tendinites, ou de l'inconfort, ou de la flemme. Donc c'est toujours bon à prendre. Alors, histoire d'être pragmatique et concret dès le départ, il s'agit donc d'un porte-livre, on peut appeler ça comme ça, hein, un pupitre de lecture ou un porte-livre, un support de livre, de la marque qui s'appelle Vigowood. Voilà, je ne connaissais pas cette marque, hein, marque Vigowood. Et il s'agit d'un modèle dont je me souviens plus du nom. Hein, voilà, il y a plusieurs modèles, du plus élaboré et plus cher au plus simple. J'ai pris quelque chose d'intermédiaire, il y avait des choses quand même un petit peu trop rudimentaires et pas de cette marque-là. Des choses vraiment quand même, voilà, pas très très pratiques. Donc bon, il s'agissait quand même d'avoir un truc un minimum fonctionnel et puis possiblement élégant, hein, un petit peu joli quand même. Hein. Là, il y a un petit côté Harvard là quand même, un petit côté Oxford. Euh, et aussi bien quelque chose de pas trop cher bien sûr, et quelque chose voilà, qui soit adapté à mon usage. Il y avait par exemple un modèle de ce support de lecture qui prenait plus en fait la forme d'une espèce comme ça de porte-écran, vous savez, comme ça pour voilà, les tablettes et tout, vous pouvez le poser sur votre bureau, et en fait c'est télescopique, comme ça il y a un manche télescopique et vous pouvez comme ça le tourner dans un sens qui vous arrange. C'est très bien si vous travaillez beaucoup sur bureau, hein, voilà, et c'était un petit peu plus cher, avec le même principe, la même matière, etc., le même bois. Moi, il se trouve que j'ai un petit côté Proust et que je lis énormément dans mon lit. Voilà, j'aime bien lire dans mon lit, prendre des notes dans mon lit. Et donc pour mon côté Proust, il était beaucoup plus adapté en fait d'avoir un modèle un petit peu plus léger, qui peut s'emporter partout, parce qu'il y a aussi le fait que parfois je me déplace, donc c'était l'idée de pouvoir l'emporter partout, donc très facilement, hop,
On le plie comme ça, tac, on rétracte tout et on peut l'emmener facilement dans un sac d'ordinateur ou dans un sac à dos. Ça prend pas de place. Donc il y avait déjà un peu le côté portatif bien sûr, mais aussi en plus du côté portatif et donc très très simple. Vous voyez avec comme ça les écrans, enfin l'écran comme ça pour plier comme on veut le porte-livre. Voilà, il y avait aussi, vous voyez, très sympa, les trous qui sont là pour faire passer les genoux. Si on le pose sur ses genoux, on peut comme ça, voilà, caler les genoux dans les petits trous ici. Donc très très pratique. Alors puisque j'en suis à parler d'aspects très concrets hein, dans les conditions de lecture dans lesquelles je me trouve, pour ma part, décidément, je suis proustien jusqu'au bout. Non seulement j'aime lire dans mon lit, mais en plus j'aime vivre la nuit. Je suis noctambule comme Proust. Et donc, la nuit, hein, il n'y a pas beaucoup de lumière. Les lumières artificielles, bien sûr, chez soi, mais comme je n'aime pas les lumières directes, hein, je n'aime pas les lumières violentes comme ça me fout mal au crâne. Hein, j'ai beaucoup de photosensibilité, j'ai vite des migraines, etc. Donc, j'ai des lumières très tamisées chez moi, mais c'est vrai que du coup, j'obtiens au final une espèce de lumière à peu près de l'équivalent de celle qu'on devait avoir dans les habitats au Moyen-Âge ou alors à la Renaissance ou allez, au XVIIIe siècle au mieux, quoi. Voilà, il y a un petit côté très Barry Lyndon hein, dans la luminosité chez moi, on se croit dans un période de drama. C'est très chaleureux, c'est très cosy, c'est très confortable, c'est très reposant, mais c'est vrai qu'il y a de quoi se tuer les yeux pour lire. Donc, c'est pour ça que j'ai agrémenté cet achat du support de livre, d'un autre achat hein, qui était à part. Hein. Ça s'achète à part et c'est pas la même marque. Hein. Voilà, il faut compiler les deux objets. Mais en plus de ça, j'ai acheté cette petite lampe portative qui est parfaitement adaptée, qui s'achète souvent avec, hein, voilà, avec une petite pince comme ça, voilà, donc ça se fixe très facilement et c'est très léger. Et donc cette petite lampe portative, voilà, hop, on allume simplement comme ça, et bien s'ajoute sur le pupitre et donc permet voilà, de lire dans des conditions extrêmement confortables quand il n'y a pas beaucoup de luminosité, même carrément dans le noir, hein, même si vous êtes dans le noir complet, grâce à cette lumière, en fait, c'est tellement bien fait, ça diffuse tellement bien que vous aurez une excellente visibilité sur le livre et sur votre page, sans avoir cet effet comme ça de vous tuer les yeux ou d'avoir comme ça de vous esquinter les yeux, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, donc l'achat de cette lampe me semble un indispensable, une extension incontournable pour accompagner cette tablette de lecture. Même à la rigueur, certains seront peut-être plus intéressés par la lampe que par la tablette, parce que la tablette, on aura l'occasion d'en parler, elle est peut-être comme, enfin, comment, elle concerne peut-être certains types de lecture qui ne concernent vraiment pas tout le monde. Hein, c'est vraiment pour un type de lecteur particulier. Alors que cette lampe-là, elle peut concerner tout le monde. Hein. Tout le monde peut être dans des conditions où il n'y a pas beaucoup de lumière, on veut lire. Ça peut être quelqu'un qui veut lire discrètement le soir dans sa chambre alors qu'il n'est pas censé être en train de lire hein, pour les plus jeunes. Ça peut être quelqu'un qui dort avec quelqu'un et qui veut lire tard le soir et l'autre veut dormir à côté et donc faut pas déranger. Et du coup, cette lumière, elle est très localisée, donc elle va pas diffuser dans la pièce, ça va pas voilà, illuminer partout, donc c'est très pratique. Donc généralement, c'est apprécié aussi des gens comme ça qui sont à deux au lit et il y en a un qui veut lire tranquillement. Mais, euh, mais voilà, donc c'est une très bonne extension à cette tablette et vous voyez, bon bah du coup ça se fixe extrêmement facilement, hein, voilà, hein, hop, on la met comme ça, tac, hein, que j'abîme pas le livre, voilà, et donc à partir de là vous pouvez bien sûr, elle est complètement souple, hein, vous pouvez vraiment l'orienter dans tous les sens, etc. Et voilà, et vous pouvez éclairer le livre. Et donc là en fait, il y a plusieurs options, donc bien sûr, allumer, éteindre, hein, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Monsieur Houille, je vous assure, à la longue, ça devient agaçant. Voilà, donc, bon. Voilà, déjà, bon, allumage, éteignage. Mais aussi, vous pouvez choisir le type de lumière. Hein, vous avez une lumière très jaune, comme ça. Et vous avez une lumière très blanche. Et vous avez donc une lumière plutôt douce, hein, qui est celle que je préfère, qui à mon avis est la meilleure objectivement. Et vous avez l'intensité. Hein. Alors là, on voit pas très bien, vu qu'il y a déjà une bonne lumière dans la pièce où je vous parle. Hein. Je peux faire une démonstration quand il fera sombre. Là, on verra mieux. Voilà. Et donc là, on a la luminosité maximum. Alors là, c'est très très fort. Moi, j'aime pas beaucoup, mais il y en a qui aiment bien. Et là, oui, on se rend peut-être un peu mieux compte du type de couleur. Vous voyez, là, on voit vraiment que c'est très jaune. Là, on voit que c'est très blanc. Et là, on voit que c'est un petit peu comme ça. Hop, pâle. Alors, regarde, la luminosité est encore plus intense. Et là, on revient à la luminosité un petit peu douce. Ça, c'est ma préférée. C'est tellement doux pour les yeux. C'est vraiment hyper agréable, hyper cosy. Voilà, donc ça, c'est vraiment le top. Voilà. Donc l'objet, comme ça, quand il est au complet, ça donne ça. Alors, c'est un peu comme quand on est en magasin, hein, où on cherche le prix, on s'agace, on se dit, c'est quand même pas possible. Personne va penser à mettre le prix, c'est ce qui intéresse tout le monde. Tout le monde veut savoir combien ça coûte. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on veut savoir combien ça coûte, bordel de merde. Ça coûte combien ce truc-là? Voilà, bon, vous avez peut-être déjà fait rapidement votre recherche de votre côté, vous avez la réponse.
mais bien sûr, je m'empresse de vous la donner. Le pupitre là, ici présent, ce modèle-là, c'est 25 euros. Voilà, 25 euros pour ce modèle-là. Vous avez des modèles supérieurs qui vont jusqu'à 45 ou 60 euros, vraiment pour les plus sophistiqués, élaborés, ceux qui se posent sur les bureaux, etc., avec les manches télescopiques et tout. Voilà, bon ça dépend des besoins de chacun. Vous aurez des tout premiers prix, mais là, des choses assez cheap, et même pas de cette marque-là, pour aller 15 euros. Hein. Vous aurez du mal à vous en sortir en dessous de 15 euros pour un pupitre de lecture, pour un support lecture. Et voilà, moi j'ai choisi un modèle intermédiaire à 25 euros. Et la petite lampe portative coûte à peine 10 euros, 9,90 €, un truc du genre. Voilà. Donc la lampe cumulée au support livre, ça vous donne un total de 35 euros. Voilà, bon, c'est pas donné, hein, c'est pas rien, mais bon, c'est pas non plus énorme, c'est pas insurmontable, hein, la preuve, hein, j'ai pu me le permettre. Comment, en plus par rapport à l'investissement que ça représente, par rapport en fait euh, au confort que ça va vous apporter, par rapport euh, vraiment au service que ça va vous rendre, à la peine, à la flemme que ça va vous épargner, je pense vraiment que c'est un très bon investissement. C'est pour ça que je vous dis que moi, limite, ça rentre presque trop tard dans ma vie comme objet. Je l'aurais depuis déjà environ une dizaine d'années. Je peux vous dire que il m'aurait largement facilité les choses. Voilà, bon, dommage, hein, du coup, j'ai fait ça un peu à l'ancienne, à la dure. Mais même s'il n'entre que maintenant dans ma vie, écoutez, déjà, ça va quand même beaucoup me faciliter les choses sur, on va dire, la dernière ligne droite, sur le sprint final de mes lectures et donc de la fin de lecture de ma bibliothèque. Alors, j'ai bien conscience que cet objet, son intérêt, son utilité ou sa nature indispensable ne sautera pas aux yeux de tout le monde, ne sera pas évidente pour tout le monde. Et c'est assez normal. C'est vraiment pas un objet que je conseillerais à absolument tout le monde. C'est même un objet dont je me suis passé assez longtemps sans forcément y penser, j'avais pas eu l'idée. Je pense que j'aurais été très content qu'on me l'offre ou qu'on me le propose un peu plus tôt, mais j'ai réussi à m'en passer, la preuve que voilà, on peut très bien faire sans. Alors, il est tout à fait possible que des casual readers, hein, comme on pourrait les appeler, hein, des lecteurs casual, comme on dit aussi en jeu vidéo, hein, les casual gamers, que des casual readers soient intéressés par l'objet, pourquoi pas, parce qu'après tout c'est joli, il y a un petit côté cosy, confortable, c'est pratique, etc. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que je pense que l'objet s'adresse tout particulièrement à des personnes comme moi, qui sont plutôt des intellectuels, éventuellement des chercheurs, des étudiants, pourquoi pas, des professeurs. En fait, tout ce qui recouvre globalement ce qu'on peut appeler les lecteurs professionnels. Hein, des lecteurs professionnels qui ont une pratique de la lecture. Hein, c'est comme ça que j'appelais la catégorie de vidéos que je consacrais comme ça à la pratique de la lecture en général, un pragmatique de la lecture, praxis de la lecture. Et ça, voilà, pour ceux comme ça qui sont amenés à manipuler beaucoup de livres, à en lire beaucoup, et des livres parfois assez longs et difficiles éventuellement, mais surtout, et c'est là que ça se joue, et je pense que vous l'aurez compris, qui sont amenés à devoir prendre beaucoup de notes, hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans une démarche de lecture très active, c'est pas une lecture passive comme ça, juste pour passer le temps, juste parce que c'est sympa, que c'est agréable. Dans ce cas, honnêtement, je pense que autant se mettre comme ça sur son canapé sous une couverture ou dans son lit, et puis lire en ayant le contact avec le livre dans les mains, comme ça, c'est toujours agréable. Hein, voilà, sentir le papier, le livre, le tenir comme ça, et tourner les pages. Parce que bon, évidemment, tourner les pages avec ça, c'est un petit peu plus difficile, hein, un petit peu plus long. Donc c'est un petit peu toute la nuance et tout l'enjeu. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas trop pour les casual readers. Les casual readers ont entre autres caractéristiques d'être particulièrement attirés ou seulement attirés par des livres qu'ils appellent des page turners. Et les page turners, ça porte bien son nom. En fait, c'est des livres qui sont tellement haletants, tellement prenants dans l'intrigue, qu'en fait, ils font tourner les pages à toute vitesse et qui donnent envie de tourner la page suivante pour savoir ce qui va se passer. Voilà, donc ce sont des livres très rapidement consommés par définition. Ce sont des livres comme ça qu'on dévore. C'est du binge reading aussi. Hein, voilà, hein, c'est comme du binge watching, c'est du binge reading. Voilà, bon, moi c'est une pratique de la lecture que je n'ai absolument pas. Ça ne se prête absolument pas aux choses que je lis, même celles qui m'ont passionné, qui m'ont intéressé et passionné dans un tout autre sens, quasiment contraire. Et c'est bien de ça dont il s'agit ici. Cet objet, vous voyez bien, a moins pour vocation de tourner rapidement les pages que de rester longtemps sur une page. Et moi, ce serait quasiment une des définitions que je pourrais donner à ce que c'est qu'un bon livre. Pour moi, un bon livre, c'est pas un page turner, c'est pas un livre qui fait tourner les pages à toute vitesse, qui fait qu'on le dévore, qu'on le consomme
et après, aussitôt lu, aussitôt oublié, hein, la littérature tout à l'estomac, comme disait Julien Gracq, hein, la fameuse formule. Pour moi, un vrai bon livre, c'est justement le contraire d'un page-turner. C'est un livre qui ne donne pas envie de tourner si rapidement que ça la page suivante et qui donne au contraire envie de rester sur une page. Pour moi, un bon livre, c'est pas un page-turner, c'est un page keeper, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, ça donne pas envie de tourner la page suivante, ça donne envie de rester sur la page dans laquelle on est et de s'y attarder. Soit parce qu'on veut retarder la fin de la lecture carrément, mais simplement parce que chaque page est tellement et intéressante et riche et profonde que on a envie d'y rester et on a éventuellement besoin d'y rester un petit peu. Et en tout cas, c'est une lecture beaucoup plus lente et un peu corollaire de cela et qui revient à rester un peu sur la même page. Non seulement on a envie de rester sur la page, ou en tout cas on s'y attarde un petit peu, mais en plus on a besoin de s'y attarder et d'y rester parce que si on prend des notes, si on a besoin de prendre des notes, si on est dans une optique comme ça de faire des fiches de lecture assez approfondies, élaborées pour garder une trace de ces lectures, je vous renvoie à un podcast que j'ai appelé Garder une trace de ces lectures, c'est exactement de ça dont il s'agit. C'est pour ça que je me dis j'aurais dû rencontrer cet objet plus tôt dans ma vie parce que quand j'ai fait mon podcast sur garder une trace de ces lectures, j'ai parlé de tout ça, mais je n'avais pas l'objet qui aurait pu tellement m'apporter du confort et de la facilité là-dedans, puisque je pense qu'on a été déjà nombreux à rencontrer cette situation et que pour le coup, des lecteurs tels que moi qui lisent les ouvrages tels que ceux que je lis, vous êtes donc en train de lire un livre et à chaque page, en fait, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses très intéressantes et vous avez envie d'immortaliser ça, ou de prendre une note, de le retenir et tout. Et donc, vous êtes sans arrêt soit dans la situation de tenir le livre d'une main et d'écrire de l'autre, ça c'est si vous prenez des notes à la main, mais bon, ça reste quand même pas extrêmement confortable, soit vous allez vous retrouver à faire sans arrêt ça. Je pose, je prends mon téléphone ou mon ordinateur, j'écris, je reprends parce que du coup je copie au fur et à mesure la citation. Si vous copiez les citations, imaginez carrément vous devez copier les citations entières, à moins d'avoir une excellente mémoire, vous ne pouvez pas retenir 15 lignes comme ça par cœur. Donc à chaque fois vous regardez à nouveau, je pose, je copie, je reprends, je regarde, d'accord, je repose, je copie, hop, je reprends, je regarde, je pose, je copie, je reprends, je regarde, je pose, je copie, je reprends, je regarde. Bon, vous voyez, à force, ça saoule. Voilà. Et non seulement ça saoule, mais voilà, ça ajoute à la fatigue, ça ajoute au côté fastidieux. Donc c'est à force d'être confronté à ce genre de situation voilà, tout l'inconfort que j'en tirais que vraiment m'est venu vraiment à l'esprit. Vous voyez, j'ai quasiment inventé l'objet avant de le commander en fait parce que je n'avais jamais vu ça et je m'étais jamais trop posé la question. Et oui, là, je me retrouve en fait à d'abord inventer l'objet, à y penser et à me dire ça existe forcément, je peux pas être le seul au monde à avoir pensé à ça, c'est obligé, ça existe, juste que j'y ai pas pensé avant. Et effectivement, j'ai vu que ça existait. Mais c'est vraiment le moment où je me suis dit comme ça, mais en fait, il y en a marre, c'est trop chiant. Si seulement il existait un objet pour tenir en fait le livre pendant que j'ai les mains occupées et que je suis en train de pianoter ou de prendre des notes. Et pour tout vous dire, j'ai même eu une pensée beaucoup plus malsaine et immorale que ça, hein, qui est bien caractéristique du passionné de la romantique que je suis, puisque j'ai eu une réflexion de Romain, hein, de Romain de l'Antiquité, en me disant de même qu'aujourd'hui, Audible, l'application Audible de livres audio, remplace l'esclave qui vous faisait la lecture à voix haute, hein, parce qu'à l'Antiquité, on lit très peu dans sa tête, à l'Antiquité, on se fait faire la lecture. Donc voilà, vous avez un esclave qui vous fait la lecture à voix haute, voilà, comme un livre audio vivant. Voilà, bon, aujourd'hui, heureusement, grâce aux applications et aux lecteurs professionnels, nous avons donc des livres audio qui ne sont pas de l'esclavage. Hein, voilà, hein, tout le monde est bien rémunéré, payé, fournit un travail, etc. Tout va bien. Mais nous avons des lecteurs enfin, qui lisent les livres pour nous au sens déchiffrage. Après, bien sûr, c'est nous qui lisons le livre sur le plan intellectuel, hein, parce qu'on reçoit le texte, et donc le texte, après, bah, voilà, on le reçoit émotionnellement et on le reçoit intellectuellement. Tout reste à faire, bien sûr. Hein, c'est la partie la plus importante et cruciale de la lecture. C'est pas si important que ça qui déchiffre le code, que ce soit vous-même dans votre tête ou vous-même à voix haute ou alors quelqu'un pour vous. L'important, c'est comment vous recevez le texte et ce que vous en retenez. Voilà, donc ça, c'est pour la lecture audio. Et donc, de même, je me suis dit, ah, si seulement, comme à l'Antiquité, chez les Romains, on pouvait avoir un esclave qui nous tient en fait le texte, hein, le pupitre, hein, voilà, qui nous sert de pupitre vivant, d'objet, hein, parce que c'est ce qu'étaient les esclaves à l'époque, hein, des objets. Il n'y avait pas de réalité civique, hein, ce n'étaient pas des individus, hein, c'est aussi grinçant que ça. Et donc je me suis dit, ah, si seulement je pouvais avoir quelqu'un comme ça qui est juste là pour me tenir le livre.
Et du coup, après, ça a dérivé vers l'objet. Et c'est là que j'ai pensé à ça. Je me suis dit, attends, je suis sûr que ça existe et que j'ai fait la recherche et qu'effectivement, j'ai trouvé l'objet en question. Et là, j'étais sauvé. Alors là où je raccorde à nouveau avec cette idée de casual readers versus lecteurs professionnels, voilà, d'où le chapeau que j'arbore, hein, le chapeau de diplômé, d'universitaire. Hein. Voilà, parce que là on est un peu dans une logique universitaire, il faut quand même le dire. Bien, c'est que je parlais de page turner versus des livres en fait qui sont presque des page keepers en fait, où on a envie de rester comme ça sur la page, en tout cas on a besoin de s'éterniser sur la page en question. C'est lié aussi à des sortes de livres en fait, hein, à des genres de livres. Parce que même parmi les romans classiques, hein, les grands romans, les romans les plus brillants qui ont été écrits dans la littérature, ça peut être du Proust, du Stendhal, du Balzac, du Flaubert, etc. On garde quand même un petit peu, un minimum, cette notion de page turner parce que ce sont voilà, des récits, il y a quand même une histoire, etc. Et même quand il y a des digressions, des magnifiques digressions, ou descriptives, ou alors introspectives comme ça, autour de réflexions psychologiques et philosophiques, comme il y en a beaucoup dans la recherche du temps perdu et qui font pour moi la vraie grande valeur de l'ouvrage, euh, on reste comme dans une dynamique de roman. Donc, c'est pas tant les romans qui m'ont inspiré cette envie, ce besoin de cet objet. En fait, ce sont surtout les essais. Voilà, les essais. Alors, encore une fois, des romans peuvent se déguiser en essais ou des essais peuvent se déguiser en romans. Encore une fois, la recherche du temps perdu, on est à mi-chemin entre le roman et l'essai. Voilà, donc il y a des romans à thèse, bien entendu, même si Proust n'aimerait sans doute pas le terme. Mais là, je parle vraiment d'essais pur jus, quoi, des vrais essais, comme ceux qui sont ici dans ma bibliothèque Audrey, hein, en hommage à Audrey Hepburn, la partie Juliette, hommage à Juliette Récamier, la dame de salon d'origine lyonnaise. Euh, voilà, donc là c'est la partie vraiment littérature. Donc ici, vous voyez, c'est les nouvelles, les romans, la poésie, le théâtre. Hein. Là, c'est vraiment la littérature de l'Antiquité à nos jours et dans à peu près tous les pays, hein, parce que là, il y a la littérature étrangère. Mais voilà, cette partie-là, hein, d'abord cette extension que j'avais créée, puis ensuite là, une autre extension, ce ne sont que des essais. Hein. Tout en haut, là, ici, on a la philosophie de l'Antiquité à nos jours. Ça continue avec juste à côté, en haut, la psychologie. J'ai du mal à. Voilà, la psychologie, elle est juste à côté, elle est là. Hein, donc il y a du Freud, etc. Hein, voilà, la psychanalyse, la psychologie. Juste en dessous, quasiment une continuité en fait de la psychologie, de la psychanalyse. Hein. Ici, c'est tout mon étage consacré à l'amour. Hein, j'ai eu l'occasion de le montrer plusieurs fois. C'est toute la littérature théorique sur l'amour. Hein. Ce ne sont pas des romans d'amour. Hein. Les romans d'amour, hein, ils sont là éventuellement. Hein. Il y a beaucoup de romans qui tournent autour de l'amour. Là, ce sont les essais qui ont été écrits par des écrivains illustres ou par plus tard des sociologues ou des psychologues, etc. Mais sur l'amour en général. Hein. Donc ça peut aller de Fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, en remontant jusqu'à L'Art d'aimer d'Ovide, en passant par De l'amour de Stendhal, voilà, en continuant sur du Schopenhauer d'ailleurs, un métaphysique de la sexualité, L'amour et l'Occident de Denis de Rougemont dans un genre plus universitaire, du Eva Illouz en sociologie, puisque c'est de ça dont il s'agit aussi, hein, vous voyez, hein, il est là, Eva Illouz, et deux ouvrages d'Eva Illouz en sociologie sur l'amour, des ouvrages sur la jalousie, enfin, etc. Vous voyez, bon, ici c'est vraiment un étage très important dont j'ai lu maintenant tous les ouvrages. Voilà, donc mon étage sur la théorie amoureuse. Et bah, du coup, dans la continuité de la théorie amoureuse, hein, dans les mœurs, il y a ici le féminisme. Ici, c'est tout mon étage féministe, hein, où j'ai mes 40 ouvrages féministes que j'ai aussi tous lus. Maintenant, j'ai fini ma bibliographie féministe. D'ailleurs, vous voyez, le deuxième sexe est là. Hein, il fait aussi partie de mes dernières lectures. C'était le point de destination de ma bibliographie féministe après 40 ouvrages. Voilà. Donc, le féminisme. À la base, ici, j'avais mis, et du coup, j'ai dû le mettre un peu plus en bas, tout ce qui est sexologie, sexualité et prostitution. Voilà. Hein. Donc, tout ce qui est globalement la sexualité et la sexologie, c'est un peu le prolongement aussi voilà, des questions amoureuses. Donc, vous voyez, théorie amoureuse, féminisme et sexologie, tout ça, voilà, c'est que des essais de sexo, de psycho, de sociaux. Voilà, voilà. Et puis, bah, en dessous, là, vous avez en fait un étage beaucoup plus littéraire parce que c'est la théorie littéraire ou la critique littéraire. Donc c'est tous les ouvrages en fait qui s'intéressent à l'histoire de la littérature, à l'histoire des mouvements littéraires, comme ça un peu généraux, théoriques sur bah, voilà, qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que l'art, etc. Voilà, bon, c'est un peu les ouvrages critiques souvent un peu incontournables quand on s'intéresse à la littérature. Et puis bah, ça poursuit ici avec la sociologie. Vous voyez, le rayon est un petit peu dévalisé parce que c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Je suis en train de finir ma bibliothèque, hein, j'aurai bientôt tout lu dans ma bibliothèque.
Et le dernier domaine que j'ai pas encore bien creusé, qui me reste à bien approfondir, c'est la sociologie. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a Norbert Elias, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Durkheim, etc., Eva Illouz aussi, voilà, bon, tous les principaux sociologues. Et puis encore en dessous, là, il y a les tâches consacrées aux écrivains. C'est pas tant la critique littéraire, même s'il y en a, mais c'est en fait consacré aux écrivains spécifiquement. Donc il y a tout ce que j'ai sur Stendhal, tout ce que j'ai sur Baudelaire et tout ce que j'ai sur Proust, hein. Les trois spécialités littéraires que j'ai globalement, les trois écrivains sur lesquels je suis le plus renseigné et le plus spécialisé. Voilà, hein, tout le coin Stendhal, j'ai beaucoup d'ouvrages sur Stendhal, dont les travaux de Yves Ancel, mon maître et ami. Et puis bah, du coup, voilà, le Baudelaire qui suit, bien sûr, hein. J'ai lu tout ce que je pouvais trouver sur Baudelaire, et à commencer bien sûr par toute son œuvre, mais aussi voilà, tous les écrits sur lui. Et puis Proust, là, j'ai carrément là, un quasi entièrement consacré à Proust, les biographies de Proust, les ouvrages sur Proust, etc. Même principe. Voilà, donc ça c'est, vous voyez, tout mon coin sciences humaines. Donc tout ça, ce ne sont que des essais, il n'y a pas de roman ici. Ici, ce ne sont que des essais. C'est de la socio, c'est de la psycho, c'est de la philo, c'est les sciences humaines. Voilà, et donc ces ouvrages-là peuvent être plus ou moins difficiles, plus ou moins exigeants. Et en tout cas, ce ne sont pas des page turners. Ça ne fonctionne pas du tout comme des page turners. Donc c'est eux qui tout particulièrement demandent un gros travail de prise de notes éventuellement, pour se souvenir des choses, pour un peu ranger les concepts. Et en fait, simplement, voilà, on a envie un peu de sauvegarder un maximum de choses de ce qu'on lit, et on a besoin un peu de s'attarder sur les pages. Et où très vite, on peut ressentir un inconfort si on n'est pas dans des bonnes conditions pour lire. Voilà, ce ne sont pas des romans de gare, vous voyez, ça porte bien son nom, les romans de gare. Les romans de gare, c'est aussi des romans qui sont confortables et faciles à lire dans un lieu qui est quand même pas très confortable, qui est une gare, vous voyez, ou un train, quoi. Alors que là, ce sont pas vraiment des romans ou de gare, ce ne sont pas des essais de gare, c'est des essais qui se lisent dans le confort chez soi, dans un fauteuil ou dans son lit éventuellement, ou à son bureau. Il faut quand même des très bonnes conditions de calme, de silence, de luminosité, de confort matériel pour limiter en fait la difficulté des ouvrages et se concentrer vraiment sur le texte, les concepts, les idées, et passer un bon moment en fait, hein, se régaler, parce que moi j'adore ces ouvrages-là, hein. Là évidemment je mets en avant le côté un peu studieux. Il y en a un si on veut faire les choses sérieusement, mais en vérité voilà, c'est avant tout beaucoup de plaisir et des réponses passionnantes qui sont apportées à des questions quand on mène l'enquête sur des sujets. Voilà, c'est extraordinaire. Et donc justement, c'est parce que là, ces derniers temps, mes lectures les plus récentes en fait étaient toutes des essais, et des essais bah, qui venaient du coup de la fin de ma bibliographie féministe, hein, quand j'ai fini le féminisme avec le deuxième sexe de Beauvoir, que j'ai aussi fini ma bibliographie sur l'amour, la théorie amoureuse avec Eva Illouz en sociologie amoureuse, et que j'ai enchaîné sur la sociologie. C'est parce que justement je me suis retrouvé à enchaîner beaucoup d'ouvrages comme ça, assez exigeants, passionnants, mais assez exigeants, assez foisonnants, denses, plus ou moins faciles parfois, et qui demandent beaucoup de travail de prise de notes de ma part pour bien ingurgiter, pour bien m'imprégner de tout ce que ça dit et m'en souvenir et le retenir, et on va dire comment l'intégrer en moi en fait, hein, voilà, le porter en moi, et aussi évidemment pouvoir le réutiliser, le réinvestir dans mes propres réflexions, dans mes propres travaux, dans mes écrits et dans mes podcasts. Voilà, c'est parce que j'ai enchaîné des ouvrages de ce type que là j'ai ressenti vraiment le besoin de cet objet. Vous voyez, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais attends, il faudrait vraiment quelque chose qui m'aide là en termes de luminosité, que j'arrête de me tuer les yeux, là, que j'ai une petite lampe de lecture. Tiens, il faudrait que j'ai un truc qui me porte le livre, tiens, qui me le maintienne ouvert. C'est très important. C'est pas seulement que ça se soit posé comme ça, il faut que ça le maintienne ouvert pour pas qu'il se referme, pour pas que j'ai à le poser comme ça pendant que je le mets de côté, que je suis en train de prendre des notes et de réfléchir. Donc vous voyez, mes dernières lectures, hein, ça en atteste. Dans les derniers livres que j'ai lus, il y a dans l'ordre Eva Illouz, La fin de l'amour, qui est la suite de donc Pourquoi l'amour fait mal, hein, 2011-2012 à peu près la publication, qui était son premier travail sur l'amour, et donc bah, une espèce de suite comme ça, publiée en 2017-2018, hein, La fin de l'amour, un peu plus pessimiste, voilà, mais toujours aussi intéressant et foisonnant de concepts et d'idées. Voilà, donc La fin de l'amour, Eva Illouz, hein, un essai d'environ 400-500 pages, essai de sociologie. J'ai enchaîné sur la fin de ma bibliographie féministe avec ce qui était donc mon point de destination, qui était censé être un petit peu voilà, le paroxysme, hein, qui est évidemment l'incontournable, le deuxième sexe. Et je dis incontournable, et pourtant tellement de gens se permettent de le contourner, même celles qui n'arrêtent pas de le citer à tort et à travers et de s'en réclamer. Voilà, comme toujours avec un texte que tout le monde croit connaître, c'est très surprenant quand on se donne la peine de le lire et de se plonger dedans. Voilà, donc le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, hein, volume 1, volume 2, donc au total ça fait 1000 pages, hein, voilà, en gros. Euh, donc ça c'était étonnant, passionnant, vraiment brillant, très réussi, et en même temps beaucoup moins révolutionnaire et rock'n'roll que beaucoup de gens le croient ou se l'imaginent, hein. Voilà, c'est un ouvrage beaucoup plus méthodique, objectif
et factuel qu'on le croit, mais c'est une qualité, c'est une bonne chose, mais du coup, voilà, c'est pas tant idéologique que ça dans l'absolu, même s'il y a en creux, il y a toute la philosophie, la pensée existentialiste qui est bien là. Bon, je me lance pas dans une review du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, ça m'emmènerait beaucoup trop loin, c'est trop vaste. On verra ça une autre fois quand je débrieferai les féministes. J'ai fait un petit passage par la philosophie en faisant une relecture, hein. J'ai relu Le fondement de la métaphysique des mœurs de Kant. Vous voyez, bon, c'est court, mais il faut pas s'y fier, hein. C'est comme pour Rousseau, c'est court, mais c'est chargé, hein, voilà, hein. C'est du Kant, hein, donc c'est assez perché, hein, c'est chez Père, hein, voilà, mais c'est très intéressant, hein, les impératifs hypothétiques, les impératifs catégoriques, hein, toute l'éthique philosophique, c'est mon domaine, c'est un de mes domaines de prédilection, hein. Moi, la morale, l'éthique, la philosophie morale, c'est vraiment un de mes domaines principaux, hein. Donc évidemment, voilà, ça c'est un incontournable pour moi, donc je l'ai relu. Donc du Kant, effectivement, ça a quand même pas la réputation d'être très facile, hein. Ça peut être assez difficile, assez obscur, même si c'est très intéressant. Et donc, en ce moment, je suis en train de lire et de finir Pierre Bourdieu, donc de la sociologie à nouveau, hein, Pierre Bourdieu, les règles de l'art, qui s'intéresse en fait aux champs littéraires, ce qu'il appelle les champs, lui. Et dans les champs littéraires, surtout le 19e siècle, hein, il part au départ sur l'éducation sentimentale de Flaubert, qui est un de mes romans préférés, que j'ai déjà lu 3 fois. Donc je connais bien le roman, donc quand il en parle au début, je vois très bien de quoi il parle. Il commence par une étude de l'éducation sentimentale de Flaubert, qu'il considère justement comme une espèce d'étude sociologique de Flaubert sur le champ littéraire et sur le milieu littéraire et artistique. Et il enchaîne donc voilà sur toute une réflexion autour de en fait en gros presque l'invention de l'écrivain tel qu'on se l'imagine aujourd'hui, du champ littéraire et du champ de l'écrivain. Et en particulier, et c'est pour ça que j'ai voulu lire cet ouvrage, qu'il était dans ma palle depuis un moment, parce que je m'intéresse beaucoup à ça et que je me retrouve beaucoup dedans en termes de mode de vie, en termes de valeurs, hein. Ça reflète beaucoup mon mode de vie et mes valeurs et mes choix de vie, qui est en fait la bohème, hein. Il s'intéresse en fait à la naissance de la bohème, aux valeurs de la bohème et comment en fait c'est constitué, voilà, cette bohème littéraire, cette bohème artistique, cette idée comme ça de s'opposer aux valeurs bourgeoises en quelque sorte de rendement, de rentabilité, de se mettre à l'abri du besoin, d'accumuler du capital, du patrimoine, de l'argent, de suivre tout un parcours un peu comme ça archétypal, de mariage, d'enfants, de fonder une famille, d'avoir un travail dit sérieux, etc. Et au contraire de faire le choix de l'art, de faire le choix de la beauté, de faire le choix de l'inutile, de ne pas chercher forcément à être utile, de ne pas chercher la fortune, la gloire, etc., de se marginaliser volontairement et d'aller vers un mode de vie entièrement consacré en fait au temps libre, à l'otium comme on disait en latin, l'oisiveté, un otium, ce qui forcément met dans une certaine précarité, mais donne un temps illimité, et le temps, ce n'est pas que de l'argent, le temps c'est aussi une forme de liberté, le temps c'est le temps d'être avec soi-même, le temps de se cultiver, le temps de créer, d'imaginer, de rêver, d'aimer. Voilà, et donc toutes ces valeurs de création, d'imagination, d'amour, de liberté, hein, voilà, on voit ça dans Moulin Rouge avec les valeurs bohèmes, hein, la beauté, la vérité, la liberté et surtout l'amour. Voilà, donc le fait de consacrer comme ça sa vie à la connaissance, à l'art, à la beauté, au sentiment, à l'introspection, et tout ça dans une certaine simplicité, et de vivre au jour le jour et de ne pas prévoir forcément l'avenir en fait, hein, voilà, tout ça c'est les valeurs bohèmes, et donc Bourdieu s'intéresse de façon sociologique, pour le coup très scientifique, hein, c'est le principe, c'est son postulat, voilà, à la naissance et à l'élaboration de cet idéal de vie, de ces valeurs-là, et voilà, donc c'est très intéressant, moi ça fait longtemps que je voulais lire ça, en plus de toutes les lectures que j'ai faites autour de la bohème, plus littéraire, hein, en lisant les scènes de la vie de bohème de Murger, en lisant Le Bachelier de Jules Vallès, en lisant Les Décadents, en lisant bien sûr Baudelaire, Gautier, Champfleury, etc. Voilà, bon, tous ces gens-là, toute la bohème de l'époque, je les connais bien à travers Baudelaire. Ce sont des valeurs qui sont les miennes, c'est un mode de vie qui est le mien. Moi, j'ai un mode de vie qui est très proche de celui de Jules Vallès à son époque, voilà, à ma façon, en termes de cours à domicile, etc., de refus de prêter serment, de travailler pour l'État, comme ça, de refuser le mariage, hein, voilà, au sens institutionnel du terme, et non pas en tant qu'engagement. Je n'ai aucun problème avec l'engagement, au contraire, et j'aurai l'occasion de le dire dans un podcast sur l'engagement, à quel point, au contraire, l'engagement, pour moi, c'est si important que ça. J'adore l'engagement, et je ne conçois l'amour que dans l'engagement, mais il y a d'autres façons de s'engager que stéréotypiquement avec mariage et enfant. Et justement, on a d'autant plus de mérite à respecter l'engagement quand il n'y a rien, il n'y a pas de contrainte exercée par du matériel ou par des engagements de ce genre-là. Bon, voilà, je m'égare un petit peu. Mais voilà, vous voyez, au vu de mes lectures récentes, qui sont comme des ouvrages longs, denses, qui peuvent être complexes, qui sont donc des essais, qui ne sont pas des page-turners,
où il y a beaucoup de notes à prendre pour bien assimiler le contenu, etc., et en tirer un maximum de bénéfices, évidemment, voilà, c'était pas de refus d'avoir une espèce d'assistant personnel, d'autant plus que là, en fait, j'ai pas les versions audio de ces livres-là, ce sont des livres qui n'ont pas de version audio, ceux-là, à part le deuxième sexe. Le deuxième sexe a une version audio, voilà, mais les autres n'ont pas de version audio, donc on peut même pas dire quelqu'un va me faire la lecture, déjà ça vous oubliez, vous devez le lire vous-même, et du coup, voilà, vous êtes d'autant plus dépendant comme ça de l'objet livre que vous devez sans arrêt poser, reprendre, prendre des notes, copier les citations, poser, reprendre, voilà. Donc là, je peux vous dire qu'on vit comme une espèce de salut, hein, de bénédiction, le fait d'avoir comme ça un objet tel que celui-ci, qui va vous tenir le livre, qui va le tenir bien calé, bien ouvert à la page que vous souhaitez pour vous y attarder et pouvoir avoir le temps et le confort de prendre vos notes, de réfléchir, etc. Voilà, donc je ne sais pas comment j'ai pu m'en passer si longtemps. Maintenant que je l'ai, je ne peux plus m'en passer, je ne veux plus m'en passer. Voilà, la lumière apporte un côté hyper confortable, hyper comfy, hyper cosy, qui est très très agréable. Mais en tout cas, vous voyez là, en plus quand le soir tombe, hein, quand on commence à avoir cette lumière un petit peu plus douce, tamisée, ou carrément quand c'est la nuit, l'effet produit par à la fois la lampe, avec sa lumière très douce et très chaleureuse, par bien sûr le livre, hein, le papier, etc., et par l'objet qui est en bois, cet objet comme ça en bois, d'ailleurs qui a l'odeur du bois, hein, on sent bien, mais voilà, l'objet en bois comme ça, avec la bibliothèque, c'est vrai que ça fait très ambiance Harvard ou Oxford en fait, hein. On se croirait un peu à l'université comme ça, là, dans une library, comme on dit en anglais, hein, dans une bibliothèque, dans une BU, bibliothèque universitaire, et voilà, comme ça, en train de, voilà, de potasser, de plancher. Sur son pupitre comme ça, à lire les ouvrages, on se sent aussi un petit peu sur les pas des moines copistes ou des moines savants, les clercs de l'époque, hein, comme ça, qui alors, avaient la lumière de la bougie, eux, hein, mais avaient comme ça leur pupitre sur lequel en fait ils recopiaient les manuscrits latins qui ont été sauvés grâce à eux, hein, voilà, ou qui étudiaient. Donc là, on est vraiment fait dans une grande tradition presque humaniste, hein, j'ai envie de dire, un peu à la Erasme, hein. Voilà, la grande tradition des moines savants, des moines copistes, en passant par les humanistes, voilà, de la Renaissance et en continuant sur les grandes universités, aussi bien la Sorbonne que voilà, Oxford, Harvard, hein, pour citer voilà, parmi les trois principales. Et un peu comme ça, on est dans cette tradition universitaire et savante de l'étude des livres et de l'étude du savoir, et donc des sciences humaines en bonne partie, hein, voilà, hein, de la connaissance en philosophie, en psychologie, en sociologie, en littérature, éventuellement en médecine, en droit. Voilà, donc un objet à la fois joli, pratique, confortable, presque feel good, un peu comfy, et même pas hyper cher, encore une fois, à 25 euros le pupitre, ce modèle-là en tout cas, qui est pliable et très facilement portatif, et puis la lampe 10 euros, donc 35 euros pour le tout, voilà, donc écoutez, je ne touche pas de commission, je ne touche pas de pourcentage, je ne suis pas sponsorisé, c'est uniquement voilà, pour le plaisir du coup de cœur et du... Voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Donc voilà, je vous le conseille. Je voulais en parler déjà parce que c'est un coup de cœur pour ma part et donc ça s'inscrit un petit peu dans les thématiques de la chaîne en pragmatique de la lecture, mais aussi parce que je me suis dit que peut-être que parmi vous, aussi bien peut-être les casual readers, mais qui aiment bien comme ça avoir des accessoires de lecture, ou alors parmi les lecteurs plus exigeants, plus professionnels, donc les universitaires, les étudiants, je sais que les étudiants en médecine et en droit aiment bien ce genre d'objet, parce que voilà, il faut aussi rester longtemps sur une page d'anatomie, ou alors des pages comme ça, des planches et tout. Voilà, donc les étudiants en droit et en médecine sont nombreux à acheter ce genre d'objet. Mais voilà, bon, même en général, si vous êtes en fait comme ça un lecteur très studieux, avec des ouvrages assez exigeants et un profil un peu universitaire dans votre approche, ça me semble être un incontournable, et donc ça intéressera peut-être certains qui ont cette démarche-là. Je ne suis pas sûr qu'ils soient si nombreux que ça, honnêtement. Voilà, mais bon, écoutez, au cas où, on ne sait jamais. Voilà pour la recommandation du jour. C'est la fin de cette vidéo un peu particulière, hein, presque un hors-série, mais bon, qui peut s'insérer dans le cycle de la pragmatique de la lecture, ou de la pratique, la praxis de la lecture, avec tout ce qui est garder une trace de ses lectures, la lecture et le temps, la lecture et l'espace, les livres audio et de la lecture, voilà, toutes ces vidéos que j'ai faites, tous ces podcasts que j'ai faits sur ces thématiques-là, on peut dire que c'est voilà, une espèce comme ça d'extension. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, peut-être donné envie. On verra si les courbes de la bourse, si son côté en bourse de cette marque vont augmenter. Ils vont se demander ce qui se passe, s'il y a un effet waouh de vente. Bon voilà, étant donné mon audience et ma visibilité, je pense que ça devrait aller. Au passage, ça peut achever de vous convaincre, hein. Ils sont très très sympas cette marque-là. Quand vous recevez l'objet, donc quand vous avez déballé le carton et l'emballage, hein, vous recevez ça en cadeau,
Vous voyez, hein, donc Vigo Wood, hein, c'est le nom de la marque, et en fait, hein, c'est emballé dans un petit papier sympa avec un logo de tasse, hein, puisque c'est un repose-verre, voilà. C'est pour reposer une petite tasse de thé ou de chocolat ou de café. Donc vous voyez, on est vraiment dans la tradition de ces objets comme ça, de lecteurs, cosy, voilà, où c'est l'automne dehors, il pleut, où il y a du vent, il y a les feuilles qui tombent et tout, et donc voilà, on est bien au chaud, au lit ou sous la couverture, avec son pupitre, sa petite lumière, son livre, et donc voilà, son repose-verre, ou tasse, voilà, si vous buvez un petit chocolat, un petit café ou un petit thé, pendant la lecture. Voilà. Donc vous voyez, en plus il y a le petit geste commercial qui fait plaisir. Donc vraiment très bonne expérience avec cette marque et avec ce produit. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, intéressé, peut-être donné envie, j'en sais rien. Moi je n'ai rien à y gagner, j'ai rien à y gagner si vous avez envie de l'acheter, hein. Je n'y gagne rien. Voilà, c'est juste parce que voilà, quand il y a des choses qui peuvent être pratiques et aider des gens, autant le faire savoir et en parler. Bah, écoutez, sur ce, je vais retourner lire, poursuivre ma lecture. Et bah, vous remercier de votre écoute et bah, vous souhaiter une bonne lecture à vous aussi peut-être et en tout cas une bonne continuation en général. Vous remercier de votre écoute et vous dire à la prochaine. Salut les Happy Few. Volé.